Voilà, il est 13 heures. Ça, c'est l'avantage des webinaires, que nous pouvons commencer vraiment à temps. Je vais commencer avec quelques aspects pratiques. Voilà. Donc comme d'habitude, hein, nous ferons effectivement un enregistrement de ces sessions-là. Je fais toujours un petit montage pour enlever le début et la fin, hein, où rien n'a été dit. Donc vous pouvez vous attendre à voir l'enregistrement en ligne au courant de la semaine prochaine. D'ailleurs, la même session se déroulera demain en néerlandais si jamais vous avez des collègues néerlandophones. Donc là aussi, sera enregistré, disponible au courant de la semaine prochaine. Je vous demande de poser vos questions dans le chat. Vers la fin de la session, moi, je vais parcourir en diagonale le chat et essayer de répondre à vos questions. Ben, vos micros et vos caméras, on les a déjà désactivés, donc c'est normal que vous ne pouvez pas les utiliser. On le fait pour sauver un petit peu de bande de passage. Comme ça, nous sommes sûrs que l'application se déroule de façon stable. Évidemment, vous allez recevoir les supports, donc les handouts, par courriel, avec un peu de chance encore ce jour-ci, sinon au courant des jours ouvrables qui suivent. D'habitude, nous sommes assez vite avec ça. Voilà l'introduction. Et maintenant, permettez-moi de me présenter brièvement. Donc, mon nom est Bart van Bever. Je travaille pour Agoria, mais comme Agoria est un des membres de Fire Forum, je consacre aussi pas mal de temps à Fire Forum. Et j'ai l'honneur aujourd'hui de vous parler pour la deuxième fois d'ailleurs du code de bonne pratique que Fire Forum a développé à l'époque, une code de bonne pratique qui traite de la sécurité incendie des véhicules électriques dans les parkings. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis le premier webinaire que j'ai donné à ce sujet-ci. Et voilà les trois sujets que je veux vous présenter aujourd'hui. On va refaire un point sur les risques d'incendie de véhicules. C'est de façon intentionnelle que je n'ai pas mis électrique derrière. Vous allez le découvrir tout de suite. Puis on va quand même parcourir ensemble le code de bonne pratique, la deuxième édition pour les véhicules électriques dans les parkings. Et le troisième thème d'aujourd'hui, c'est le projet d'arrêté royal qui d'ailleurs a été approuvé jeudi passé dans le Conseil supérieur. Vous allez découvrir avec moi plus tard dans cette session ce que ça signifie concrètement. Et évidemment, on va clôturer avec une synthèse et j'espère avec suffisamment de temps pour répondre à vos questions. Je ne vais pas trop tarder parce qu'on a effectivement beaucoup de choses à dire aujourd'hui, beaucoup de choses à expliquer. Et voilà, on va tout de suite commencer avec les risques d'incendie de véhicules. Ce que j'ai changé par rapport à des présentations avant celle-ci, euh, c'est que voilà, j'ai mis tout de suite sur les slides les différentes sources et je m'excuse tout de suite que ici il y a une partie en anglais. La raison est tout simple, c'est que le site web auquel je fais référence est un site web de l'Australie. Les données clés, ils sont disponibles également en français sur leur site web, mais j'ai juste fait un petit extrait des chiffres qu'ils publient. C'est une organisation en Australie qui, depuis longtemps, collecte des statistiques sur les véhicules électriques. Une des choses que je veux démontrer avec ceci, mais je vous invite vivement à aller consulter ce site web, éventuellement avec une traduction via Google ou un autre outil, mais vous allez découvrir que effectivement les véhicules électriques, de façon générale, euh, la probabilité d'avoir un incendie à ce genre de véhicule est moins grande que la probabilité d'avoir un incendie à un véhicule à moteur à combustion, et c'est les véhicules hybrides hein, qui sont le plus sensibles à un début d'incendie. Mais pour relativiser tout ça, la chance qu'un véhicule prend feu est dans l'ensemble des véhicules très très faible. Hein. Donc on parle ici quand même de petites différences, hein, de petites chances. Mais donc l'impression qu'on pourrait avoir avec toutes les nouvelles dans la presse
qu'il y a plus d'incendies dans les véhicules électriques que dans d'autres véhicules n'est pas du tout correct, hein. Les quelques statistiques que nous avons démontrent plutôt le contraire, mais disons que c'est plus ou moins du même ordre de grandeur parce que c'est tous faibles. Et puis j'ai inséré cette fois-ci deux slides. Ce slide-ci, et je vais brièvement vous montrer le suivant. Et on ne va pas entrer en détail de ces deux graphiques-là, mais de nouveau, je vous invite à aller chercher dans la source qui est, là j'ai oublié de traduire un petit mot de néerlandais, j'ai encore parlé de bron au lieu de source là, mes excuses, mais à consulter les sources vous-même, parce que je n'ai pas le temps dans ce genre de webinaire de vous expliquer tout ce qui se trouve derrière ce genre de graphique. Mais la conclusion que je peux vous expliquer à travers différents tests qui ont été faits, différentes méthodes de tests d'ailleurs, et ceci c'est des tests qui ont été faits par Ineris en France, euh, montre que euh, l'agressivité, si vous voulez, ou la gravité d'un incendie d'un véhicule quotidien, que ce soit un moteur à combustion ou un véhicule électrique, est fort similaire. Hein, vous le voyez un peu dans les graphiques, nouveau, je ne vais pas entrer en détail, mais dans certains cas, c'est le moteur à combustion qui brûle plus grave, plus sévère qu'un véhicule électrique, à poids équivalent évidemment. Hein. Des fois, c'est l'autre. Même les pointes qu'on peut avoir, comme vous les voyez ici en gris, hein, ben, c'est des pointes plutôt des véhicules à moteur à combustion. C'est le moment que les réservoirs un carburant prend feu et ça donne effectivement une pointe. C'est, là aussi, voilà, c'est un autre signal qu'on a eu dans d'autres publications où c'est plutôt le véhicule électrique qui donne lieu à des pointes de puissance d'incendie à un certain moment. Donc là aussi, pour simplifier de nouveau ces différents résultats, on peut dire que parmi tous les véhicules quotidiens, tous les véhicules actuels, qu'on voit plus ou moins la même sévérité et la même probabilité d'incendie, peu importe si c'est un véhicule électrique ou un véhicule à moteur à combustion. Il y a évidemment des différences, hein. Il ne faut pas se leurrer. La grande différence, c'est que les véhicules quotidiens pèsent plus que les véhicules d'il y a 10 ans, d'il y a 20 ans, etc. La majorité de nos parkings, ben, ils ont été construits probablement pendant les années 60-70 du siècle passé, où les véhicules pesaient grosso modo le moitié, hein, ou un peu plus que le moitié des véhicules d'aujourd'hui. Et c'est ça qui nous préoccupe. Également, la gravité de l'incendie des véhicules a évolué avec le poids, hein. Donc, les véhicules dégagent, dissipent beaucoup plus d'énergie actuellement quand il y a un incendie qu'il y a 20, il y a 30 ans, etc. De nouveau, le moment que, allez, même plus, hein, je parle de 50, 60 ans que la majorité de nos parkings ont été conçus. Donc, c'est quand même un point d'attention si on parle de véhicules dans les parkings existants. Une petite synthèse, et j'ai répété les sources dans la dernière ligne de ce tableau-ci. Hein, donc la probabilité, c'est similaire à l'essence ou au diesel. Les conséquences, hein, c'est aussi similaire à l'essence ou au diesel. Le traitement ultérieur, là, il y a vraiment une différence, hein. Parce que si la batterie est impliquée dans un incendie, vous savez probablement tous, hein, ça fait quand même quelques années qu'on vit avec des batteries lithium-ion, qu'on peut avoir un phénomène de thermal runaway, hein, donc une réaction exothermique qui se fortifie lui-même, hein. Euh, et donc, effectivement, si la batterie est impliquée, on peut avoir une réinflammation après un certain temps. Donc, ça demande une attention particulière des services incendies, par exemple, de monitorer, de suivre la température de la batterie et, le cas échéant, de refroidir encore un petit peu la batterie pour éviter qu'elle se réinflamme. Sache aussi que entre-temps, il y a eu
plusieurs tests, même une fois un test ici à Bruxelles, dans un parking souterrain, avec un merci à Interparking d'avoir organisé tout ça, mais avec les services d'incendie, les services de dépannage, etc., qui a clairement démontré qu'on a actuellement des bons outils pour évacuer un véhicule d'un parking et le transporter en toute sécurité. Inonder le véhicule dans un conteneur à eau n'est pas nécessaire. Il existe maintenant des bâches pour emballer le véhicule, le transporter, le stocker en sécurité jusqu'au moment que les réactions dans la batterie sont épuisées, se sont terminées. Donc, pour tout ça, il y a des solutions. Et je reviens sur certains de ces points-là, j'y reviens au courant de cette présentation-là. Des points d'attention également, c'est le risque d'explosion. De nouveau, le risque d'explosion n'est pas exclusif aux véhicules électriques, hein. On autorise aussi des véhicules à gaz naturel comprimé, par exemple, dans nos parkings, dans certains parkings, hein, les GPL. Mais bon, ils ne sont pas nombreux, les parkings souterrains qui autorisent ça. Mais donc, voilà, ça c'est un point d'attention, attention, le risque d'explosion dû au gaz qui échappe avant qu'on a un thermal runaway dans les batteries. Et je vous ai déjà parlé, hein, des poids des véhicules qui a augmenté au courant des années. Voilà la petite introduction. Je voulais vous présenter un petit peu l'état actuel, la vision actuelle sur la probabilité et les conséquences, et donc le niveau de risque qui en découle des véhicules électriques. Bien entendu, la synthèse que je vous donne, ça vaut pour l'utilisation, je vais dire, normale des véhicules, donc l'utilisation que nous on en fait tous les jours. Je ne parle pas de transport en masse de véhicules. Je ne parle pas non plus de stockage éventuellement automatisé, etc. Là, on parle d'autre chose, ou le transport de l'usine, hein, vers le pays destinataire. Euh, et là, on parle quand même d'autres données plutôt. Je pense que ça, c'est la meilleure façon de l'expliquer. Ce n'est pas le type d'utilisation quotidienne. Voilà. Deuxième partie de la présentation, c'est le code de bonne pratique même. Et comme je l'avais déjà cité, nous sommes à la deuxième édition, et la deuxième édition est nettement différente de la première édition. C'est-à-dire que cette fois-ci, la révision a été faite par le Conseil supérieur, dont je fais partie, pardon, un groupe de travail, a vraiment remanié tout le document. Et vous voyez ici la deuxième table des matières, hein. La première partie, la partie d'introduction, elle-même a toujours la même liste de points que nos normes belges, mais la partie technique a été retravaillée. Je veux dire, les grands principes techniques sont restés les mêmes. Mais je pense, avec le groupe de travail, que l'explication est beaucoup plus claire, beaucoup plus précise et beaucoup plus facile à comprendre et donc aussi à réaliser. Et on a commencé avec un cadre juridique, une interprétation pour faire le lien avec la législation. Puis on parle des risques spécifiques. Là, c'est juste une mise à jour. Et puis, pour aligner le texte au projet d'arrêté réel qu'on va découvrir vers la fin de ce webinaire, hein, nous parlons des objectifs essentiels, ça va devenir clair tout de suite, la gestion est restée, les lignes directrices qui ont un lien direct avec les objectifs essentiels, hein, et qui ensemble ont un lien aussi avec le projet d'arrêté réel, l'installation électrique et puis le poste central de contrôle et de commande. On a été plus explicite que dans la première édition. Et voilà, on va découvrir maintenant les grandes lignes de cette deuxième édition. Le champ d'application n'a pas changé. Donc, c'est un peu l'explication que je viens de vous donner sur les risques. Donc, on a tenu compte des véhicules particuliers électriques, hein, que ce soit tout électrique ou hybride, plug-in, hein.
ou ce qu'on a appelé des risques similaires, ce qui veut dire des batteries avec des véhicules avec des batteries similaires ou des véhicules avec des poids similaires, etc. Hein. Sache aussi qu'entre-temps que nous avons commencé avec un groupe de travail pour traiter ce qu'on appelle les heavy duty electrical vehicles, donc tout ce qui est camionnette à camion et minibus jusqu'à autobus, hein, parce que ça pose quand même des problèmes particuliers aussi qu'on va traiter dans un autre groupe. J'ose pas encore vous donner une date de publication de documents sur ce thème-là, c'est encore trop nouveau pour vous donner des prévisions. Le type d'utilisation que nous avons pris en considération, c'est aussi bien le stationnement que le chargement, et les types de parking, mais aussi bien les existants que les nouveaux, hein, et les niveaux de parking ouverts et fermés. Et là, on s'aligne aux définitions qu'on trouve aussi dans l'arrêté norme de base, hein, des niveaux de parking ouverts et fermés. On n'a pas traité le parking en plein air, mais je peux déjà donner un petit commentaire là-dessus. Si on prend en considération l'introduction que j'ai donnée sur les risques de véhicules électriques, comme ils sont, disons, plus ou moins égaux à d'autres véhicules, il n'y a pas de raison de prendre tout de suite des mesures supplémentaires par rapport au stationnement en plein air de véhicules électriques par rapport à des véhicules à diesel ou à essence, etc. Hein. Contrairement à ce que certains partis le demandent, aller notamment en Flandre, dans la réglementation sur la protection de l'environnement, ces autorités-là, ils ont introduit quelque chose dans le texte, malheureusement sans concertation avec d'autres partis. Et ils sont plus sévères, donc, pour un risque qui est vraiment égal à d'autres risques, ce qui est un peu dommage. Mais bon, c'est la Belgique. Et voilà, quelques termes et définitions qui sont nouveaux, qui ont été introduits dans cette deuxième édition. Donc, nous allons parler, d'ailleurs, ils sont aussi dans le projet d'arrêté loyal, nous allons parler d'une personne responsable et d'une personne compétente. J'ai repris le texte dans son entièreté sur les slides, comme ça vous ne devez pas tout de suite aller feuilleter dans le texte même, mais vous avez tout de suite compris que la personne responsable, c'est vraiment le propriétaire, le gestionnaire, l'exploitant, donc celui qui, au quotidien, gère le parking. Et personne compétente, c'est une définition très très large, hein, donc ça peut être une personne physique ou une organisation qui a certaines compétences, qui a les moyens de le faire et qui va donner un support à la personne responsable parce que effectivement, c'est pas l'intention que celui qui gère le parking au quotidien, qu'il a toutes les compétences, toutes les expertises, bien évidemment, il peut se faire assister par des personnes compétentes. Mais c'est des notions importantes qui reviennent aussi plus loin dans cette présentation et évidemment aussi qui sont repris dans le code de bonne pratique et dans le projet d'arrêté loyal. Des autres termes et définitions qui sont intéressants dans ce genre de courte introduction au texte, c'est les objectifs essentiels et les lignes directrices. Et on va tout de suite regarder les objectifs essentiels de plus près, mais comme introduction, vous voyez qu'on a fixé plusieurs objectifs, mais des objectifs qui doivent être réalisés et maintenus durant la durée de vie du parking. Hein. Donc, il ne s'agit pas uniquement d'aménager ou de construire un parking en respectant les objectifs essentiels. On met vraiment l'accent aussi sur le fait que le parking doit maintenir ce niveau de sécurité, donc doit continuer à respecter ces objectifs essentiels. Les objectifs essentiels, comme vous allez le voir, c'est vraiment des textes succincts qui donnent les principes, etc. Et pour les compléter, on a donc formulé des lignes directrices. Et je pense que c'est vraiment un bon libellé parce qu'on ne va pas vous imposer de façon très, très stricte
à appliquer les lignes directrices, non, ça reste des lignes directrices, donc on les utilise, mais on peut y dévier si on pense qu'on a une meilleure solution, si par l'évolution de la technologie, on peut obtenir le même niveau, mais d'une autre façon, etc. Hein? Donc, c'est vraiment un aide pour réaliser le niveau de sécurité visé, mais ce n'est pas la seule solution qu'on prétend avoir pour réaliser le niveau de sécurité. Évidemment, ce sera beaucoup plus simple de démontrer qu'on réalise les objectifs essentiels en respectant les lignes directrices, mais il n'y a aucune objection de le faire d'une façon alternative et de chercher des solutions qui sont peut-être mieux adaptées à une situation particulière dans un parking donné spécifique. Donc voilà quelques notions importantes. Et puis les objectifs essentiels, et comme vous le voyez à gauche du slide, vous avez le texte de façon exhaustive. À droite, j'ai essayé de vous donner les mots-clés tout simplement hein, du texte à gauche. Donc ici, c'est toujours, je vais dire, l'emballage, le cadre autour des 6 objectifs. On va les découvrir dans le slide suivant. Hein. Mais le premier point, c'est ce que je viens de dire, donc on doit satisfaire et continuer à satisfaire à ces objectifs essentiels. Un deuxième point important, c'est qu'ici aussi on parle d'analyse des risques et évaluation des besoins. 2 aspects qui vont nous aider à vraiment adapter les mesures qu'on prend sur mesure hein, à un parking particulier, un parking qui peut exister depuis longtemps. Ça nous donne une souplesse hein, pour réaliser les objectifs essentiels. Et puis, on fait effectivement une petite distinction entre les nouveaux parkings. Je vais tout de suite vous expliquer ce que j'entends ici par nouveau parking, entre parenthèses. Hein. C'est les objectifs 1 à 5, ben, on estime qu'ils sont respectés si votre parking respecte la dernière version de l'arrêté royal de base incendie. C'est principalement dans l'annexe 7 que se trouvent toutes ces prescriptions techniques, mais également dans les annexes pour les bâtiments bas, bâtiments moyens, bâtiments élevés, vous allez retrouver certaines prescriptions. Donc, je les résume de nouveau, les nouveaux parkings, donc ceux qui respectent la dernière version de l'arrêté de base incendie, ils sont présumés être conformes aux objectifs 1 à 5 et le point 6, on va le découvrir tout de suite, ben, ça c'est quand même à étudier, à voir ce qu'on doit faire et vous allez tout de suite comprendre pourquoi, parce que le point 6, hein, là on parle de ce qu'on fait après l'extinction du véhicule, hein, c'est le traitement ultérieur comme je viens de vous expliquer, prévenir la réinflammation de la batterie, évacuer le véhicule, le transport, etc. On ne veut pas que, comme c'est bien décrit ici, on ne veut pas mobiliser excessivement les pompiers en temps et en moyens. Hein. C'est par exemple pas la mission des pompiers de rester 24 heures, 48 heures sur place. Hein. C'est pas leur mission. Ils doivent éteindre le feu, ils doivent mettre le parking en sécurité, mais ils vont pas rester là pendant quelques semaines pour protéger le parking contre une réinflammation de la batterie. Donc là, on attend quand même des actions, des mesures prises à travers, par exemple, les plans d'urgence, les plans d'intervention par la personne responsable, hein, l'exploitant du parking. Entre-temps, je suis sûr que vous avez déjà vite lu les autres 5 points. Donc, vous voyez que le premier point traite du compartimentage et de la stabilité du parking. Le deuxième, la prévention d'une atmosphère explosive. C'est pas nouveau parce que c'était déjà d'application pour les autres parkings qu'on veut éviter une atmosphère explosive. Le troisième point traite de la découverte et de l'annonce du danger. On parle du danger parce que ce n'est pas forcément uniquement un incendie hein, qu'on va découvrir et annoncer. L'évacuation, évidemment, est très important et l'intervention. Et avec ces 6 objectifs-là, et sur base de ces 6 objectifs-là, on va formuler hein, des lignes directrices pour les réaliser. Si on le compare à ce qu'on a actuellement dans notre législation incendie, là on a 3 objectifs essentiels,
Hein. Le premier, c'est prévenir un début d'incendie et la propagation d'un incendie, si je peux le résumer de mes propres mots. Hein. Le deuxième, c'est la sécurité des personnes présentes. Et le troisième, c'est la sécurité des services de secours en résumé. Et ici, on est allé vraiment plus loin. On a voulu être plus clair, plus exhaustif, toujours en restant à des objectifs essentiels, des grands principes. Comme ça, au moins, on peut chaque fois comparer une solution avec ces objectifs-là et voir, tiens, est-ce que les solutions que vous nous présentez, est-ce qu'ils vont effectivement réaliser ces objectifs, oui ou non? Ça, c'est l'idée derrière cette approche-ci. En lisant notre deuxième édition, ben, on revient plus ou moins à des principes qu'on a aussi décrits dans le premier code de bonne pratique. Là aussi, on partait comme base, hein, du fait qu'on attend que le parking, qui soit existant ou nouveau, qu'il est d'abord conforme aux réglementations applicables. Et un risque de me répéter par rapport à d'autres présentations, mais ça reste quand même important. C'est pas quelque chose qui est un acquis, qui est évident. Hein. Beaucoup de parkings existants, même raisonnablement nouveaux, je vais dire, raisonnablement euh, récents, hein, présentent quand même déjà des non-conformités. Pour donner un grand exemple, des portes coupe-feu qui sont mal entretenues, qui se ferment plus, où il y a des trous, etc. Ou bien des passages de câbles et des passages de tuyaux qui n'ont pas été resserrés correctement, hein, des installations techniques qui n'ont pas été entretenues ou qui ont été mis hors service, et ainsi de suite. Donc, ne l'oubliez pas, ça peut vous paraître évident, mais ce n'est pas une évidence sur le terrain. Et puis le deuxième point, la deuxième partie de l'exercice pour se mettre en conformité avec ce code de bonne pratique, hein, c'est de regarder les objectifs essentiels, de les chercher dans les lignes directrices comment on peut y répondre, moyennant une analyse des risques d'incendie et les résultats de cette analyse des risques d'incendie, de voir si on peut éventuellement avoir des alternatives pour les lignes directrices ou des compléments par rapport aux lignes directrices avec l'intention que l'ensemble des mesures nous permet de démontrer qu'on réalise, on respecte les objectifs essentiels. Et là, effectivement, dans tout ce processus-là de mise en conformité, il y a clairement un rôle pour la personne responsable, là où les personnes compétentes et les services incendie. Et je vais revenir sur ces différents rôles aussi plus loin dans la présentation. On est largement dans le temps, donc c'est très bien. Quand je regarde les différentes lignes directrices, donc là aussi, les grands principes n'ont pas changé. J'ai d'ailleurs pas changé ce slide-ci, aussi pour vous rassurer qu'on n'a pas fait la révolution. C'est plutôt le cadre, la façon de le présenter qui, à mon avis, est plus clair maintenant, mieux réalisé. Mais point de vue mesures techniques, hein, on a des mesures de prévention, des mesures en cas d'incendie et des mesures après l'incendie. Donc tout ça dans son ensemble bien resté grosso modo équivalent. Évidemment, on a tenu compte de nouvelles idées, de nouvelles visions sur certains points, etc. On a clarifié plusieurs points, mais le principe reste le même. Donc, quelqu'un qui a déjà investi dans le respect du premier code de bonne pratique, ben, la différence, je vais dire, technique sur le terrain ne sera pas très, très grand. Il y a effectivement juste le cadre autour à mettre en place avec la personne responsable et ainsi de suite. Hein. Mais je suis sûr que vous reconnaissez pas mal de choses que vous avez déjà vues avant dans des présentations que j'ai données dans le passé. Hein. Juste pour en sortir un aspect, j'ai parlé du risque d'explosion en principe avec la ventilation qu'on a d'habitude dans les parkings. Ça devrait être suffisant pour éviter que on a une atmosphère explosive qui va se construire dans le parking. Mais de nouveau, c'est typiquement un point aussi à évaluer
quel est vraiment le débit de la ventilation? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on n'a pas des coins où on peut quand même avoir une accumulation, hein, de gaz explosifs, et cetera? Donc là, vous voyez tout de suite qu'on a des principes, mais d'autre part, il y a aussi l'analyse des risques sur le terrain, pour voir si on les respecte complètement. Puis je voudrais aussi toucher un tout petit mot des modes de chargement. Donc là aussi, ça n'a pas changé par rapport à la première édition. De nouveau, pour vous rassurer, on traite effectivement principalement du mode 3 dans notre code de bonne pratique. Pourquoi? Parce que le mode 3 offre le plus de garanties de sécurité, aussi le plus facile à gérer correctement. C'est aussi le mode 3 qui est repris dans l'RJE de façon claire, hein, livre 1, point 7.22, je pense que c'est renseigné quelque part sur mes slides. Plus loin, mode 1 et mode 2, on utilise une prise ordinaire, nos prises normales. Et, bon, il existe des prises spéciales. Là, le point d'attention reste évidemment que ces prises standards n'ont pas été testées pour dégager le 16 ampères en continu pendant une longue durée. Donc, il faut plutôt prendre des mesures pour le limiter à 10 ampères, hein. En principe, avec un mode 2, la module déchargement devrait déjà limiter ce genre de choses, mais bon, pour être sûr, il vaut mieux que soit intégré dans votre installation électrique. Mode 4, ça reste un cas particulier. Dans le groupe de travail aussi, on pense que le mode 4 dans les parkings fermés, etc., probablement sera rare qu'on les installe parce que ça demande quand même beaucoup de puissance. En général, les installations de nos bâtiments ne sont pas conçues pour mettre des chargeurs mode 4 en masse. Quelques-unes exceptionnellement, oui, c'est possible. Mais donc, c'est pour ça qu'on dit, voilà, il faut plutôt les traiter au cas pour cas. Donc, ça aussi, c'est équivalent à la fois passée. Quelque chose qui est plus clair, dans le premier code de travail, on en parlait déjà, mais maintenant c'est devenu un point séparé dans le code de bonne pratique. Le but de ce poste central de contrôle et de commande, d'ailleurs, on trouve la même référence déjà dans l'annexe 6, hein, sur les bâtiments industriels, et aussi dans l'annexe 7, hein, pour les parkings, les nouveaux parkings. Là, on parle aussi d'un poste central de contrôle et de commande. Le but essentiel, c'est de faciliter l'intervention, hein. Donc, on demande que tous les panneaux de contrôle et de commande se retrouvent à un endroit. Ça peut être des panneaux répétiteurs, évidemment, hein, mais qu'on a un endroit tout ensemble, toutes les informations ensemble, éventuellement les commandes ensemble, qui peuvent être utiles pour les services d'incendie lors d'une intervention. Et c'est pour ça aussi qu'on demande que l'emplacement sera choisi en concertation avec les services d'incendie. Il y a tellement de cas de figure possibles, parce qu'on parle de tous les parkings et également tous les parkings existants, qu'on préfère que ce soit effectivement fait en concertation. On demande aussi qu'à chaque entrée du parking, qu'il y a une signalisation, un petit panneau qui indique où se trouve ce panneau de contrôle et de commande, hein. Les services d'incendie n'ont pas de temps à perdre lors d'une intervention, donc ils doivent être bien renseignés d'avance, bien informés, sur place également, de l'endroit où ils peuvent retrouver toutes ces informations-là. Donc voilà, on a survolé le nouveau contenu du code de bonne pratique. Il y a beaucoup de choses qui sont restées équivalentes que je ne vous ai pas expliquées, mais ça me donne le temps maintenant de vous parler aussi du projet d'arrêté de verbe. Je l'ai mis en rouge et je vais peut-être le répéter aussi encore quelques fois lors de cette présentation. C'est vraiment un projet. Le fait que ça a été approuvé par le Conseil supérieur la semaine passée, en soi, ne dit pas beaucoup. Ça ne veut pas plus dire que le mot même. Le Conseil supérieur incendie a formulé maintenant un avis
au ministre de l'Intérieur dans ce cas-ci. C'est le ministre même qui va maintenant, avec son administration, faire passer ce projet d'arrêté rural à travers un processus d'approbation où il y a plusieurs organes qui vont s'exprimer dessus, entre autres hein, l'Europe, ainsi de suite. Donc, ça demanderait encore pas mal de temps avant que le texte soit finalisé. Donc, le texte peut encore changer. Hein. Euh, on a plus ou moins un pronostic de ce qui pourrait encore changer, et je vais vous le dire, mais c'est tout simplement une opinion personnelle. Hein. Ça n'a pas un caractère officiel. Mais voici l'intitulé que j'ai copié-collé hein, du projet d'arrêté rural. On ne connaît évidemment pas encore la date, mais voilà le titre qu'on va rencontrer. Et comme vous le voyez, on vise avec cet arrêté rural spécifiquement les véhicules électrique. C'était aussi le mandat qui a été donné à l'SPF de l'Intérieur après la publication de la première édition du Code de bonne pratique. Ça a quand même créé un effet de boule de neige et ça a accéléré le processus législatif. Ça ne va pas vous étonner, évidemment, parce que c'est depuis longtemps qu'on parle de ce projet d'arrêté Vaal, qu'on a préservé le principe de ne pas faire un texte prescriptif, mais d'aller plutôt vers un texte performantiel, ou en d'autres mots, un texte qui formule les objectifs, les résultats à atteindre, hein, sans décrire comment il faut atteindre ces résultats, ces objectifs-là, de façon prescriptive. La motivation pour ce choix-là, et on se rend bien compte qu'on n'a pas encore cette culture-là en Belgique de travailler comme ça, c'est qu'on a beaucoup de parkings existants et dans ces parkings existants, il y a une très grande variété de taille, de profondeur, de modes de construction, de type d'accès, de connexion en dessous ou à côté de bâtiments existants, etc., que c'est vraiment impossible, avec des textes prescriptifs, de faire une réglementation qui est équitable pour tout ce genre de cas de figure. Euh, Ça demanderait énormément de temps et ça va certainement donner lieu à probablement des demandes de dérogation pour la majorité des parkings. Donc, ça ne sert à rien d'ouvrir cette piste-là. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, voilà, on va formuler des objectifs, on va donner des lignes directrices, hein, donner une certaine flexibilité sur le terrain tout en restant clair sur le résultat à obtenir. Hein. Mais comment le faire? Voilà, là, vous avez plusieurs solutions. Ça permet effectivement de trouver des solutions adaptées, éventuellement d'utiliser des solutions innovatrices, etc. Voilà, comme ça, on ne bloque pas ce processus-là non plus. Et sache que malgré le fait que l'SPF de l'Intérieur a eu un mandat pour créer un arrêté rural pour les véhicules électriques, que les experts techniques qui se trouvaient dans le groupe se rendent bien compte qu'on parle ici euh, des risques des véhicules quotidiens qu'on met dans des parkings existants. C'est effectivement une communication informelle que je vous fais, hein. Mais comme on vient de constater au début de la présentation que les risques sont plus ou moins équivalents, vous comprenez très très bien que ce n'est pas uniquement à cause des véhicules électriques qu'on demande un effort pour les parkings existants, c'est aussi parce que les risques de nos véhicules ont évolué et que nos parkings, forcément, tôt ou tard, doivent aussi évoluer avec ces risques-là. Voici la table des matières du projet d'arrêté rural. Je vais le parcourir. J'ai par point sur cette table de matières noté quelques points clés pour parcourir avec vous. Le champ d'application, définition, donc là, je fais référence au slide, au diapo précédent, hein, qui porte sur la deuxième édition du Code de bonne pratique. Un point que je peux y ajouter, c'est que le champ d'application est limité à 10 ou plus emplacements de stationnement. Donc, les petits parkings sous des immeubles d'appartements, etc., sont exclus
de ce projet d'arrêté réel. Et dans les définitions, on retrouve évidemment la même définition que dans le code de bonne pratique, hein, personne responsable, personne compétente, et ainsi de suite. Donc les deux textes sont bien alignés l'un à l'autre. Les objectifs essentiels, de nouveau, je peux faire référence à ce qu'on vient de voir dans le code de bonne pratique, hein, donc les 6 objectifs, c'est les mêmes. J'ai répété ici la petite synthèse que je vous ai présentée il y a quelques minutes, hein. Donc là, c'est bien aligné de nouveau aussi. L'analyse des risques et évaluation des besoins, qui est un des points clés dans cet arrêté global et de notre code de bonne pratique. Donc, c'est la personne responsable qui doit faire de sorte qu'il y a une analyse des risques incendie, qu'il y a une évaluation des besoins. La personne responsable peut évidemment se faire aider par des personnes compétentes dans le domaine. On a fait une description aussi générique de personnes compétentes pour ne pas être trop restrictif, trop limitant là-dedans. Les objectifs essentiels, chaque objectif doit être examiné, on doit formuler des réponses claires par rapport à chaque objectif essentiel. Des réponses claires dans le sens que on attend vraiment une explication. Voilà, c'est de cette façon-là, avec ces mesures-là, qu'on va réaliser cet objectif essentiel, hein. Évidemment, quand on lit ça dans un projet d'arrêté réel, sous-entendu, ça veut dire que tout ça doit être documenté, hein, bien renseigné quelque part dans des documents. Euh, une des façons pour réaliser les objectifs essentiels, euh, c'est de respecter les codes de bonne pratique. Dans le projet d'arrêté réel, on parle effectivement de code de bonne pratique en pluriel, hein, parce que le code de bonne pratique de Fire Forum, ben, probablement à terme est peut-être un des codes de bonne pratique. Pour le moment, c'est le seul. On demande aussi de refaire des analyses des risques, des évaluations des besoins quand on fait des modifications dans le parking. Évidemment, l'ensemble doit donner lieu à un plan d'action, hein, où on définit clairement quand on va faire quoi. On peut un peu le comparer au plan global de prévention qu'on utilise dans le cadre du code de bien-être. Voilà. Donc, pas mal de travail à faire de ce point-là. Les installations électriques, je peux être très succinct. On fait tout simplement référence à l'RGE. J'ai ajouté que vous allez trouver pas mal de choses spécifiques dans le livre 1.7.22. La gestion et utilisation en temps normal. Donc là, de nouveau, on voit la responsabilité de la personne responsable. Euh, Ici également, comme dans le code de bonne pratique, hein, on demande de maintenir le niveau de sécurité, que ce soit le niveau de sécurité technique et organisationnel, hein. Il faut avoir de l'attention pour les deux aspects, formation des utilisateurs, des personnes qui travaillent dans le parking, etc., les instructions. Donc tout ça est renseigné dans ce projet d'arrêté royal. Très important également, c'est les informations pour les services de secours, hein. Typiquement, on le fait via les plans d'intervention ou les plans d'urgence, hein, et la collaboration avec les services de secours, hein. Je pense à une chose, par exemple, on encourage la personne responsable aussi à avoir des accords avec une ou plusieurs entreprises de dépannage. Euh, En cas d'incendie, une fois que les services de secours déclarent que le parking est suffisamment sûr, que cette entreprise dépannage peut entrer dans le parking, évacuer, accompagner des services de secours le véhicule. Une fois qu'on est sur la voie publique, voilà, c'est l'entreprise de dépannage qui prend soin du véhicule, qui va le transporter en toute sécurité et le déposer quelque part en toute sécurité également. Voilà, et ça est tout de suite un petit pont vers le rôle du service d'incendie. Donc là aussi, attention, c'est la personne responsable qui tient à disposition du service d'incendie une liste de documents, notamment son analyse des risques, évaluation des besoins, que sais-je. Le service d'incendie peut réclamer et
contrôler ces documents. Mais attention, et ça, c'est pas nouveau finalement, c'est un principe qui existe depuis longtemps. C'est pas parce que les services incendies demandent et contrôlent certains documents que ça signifie qu'ils ont validé ces documents. Et c'est répété dans cet arrêté ci. C'est un bon principe de base. Les services incendies ne sont pas bureaux d'études, ne sont pas personnes responsables. Donc c'est clairement la personne responsable hein, qui garde sa responsabilité entièrement. Les services incendies, lors d'un contrôle de documents, s'ils trouvent que les documents sont insuffisants, sont incomplets, qu'il y a encore des risques sérieux qui n'ont pas été traités, etc., ils peuvent demander une révision jusqu'au moment qu'ils sont satisfaits. Mais donc, malgré tout ça, de nouveau, et je le répète, un contrôle par les services incendies ne veut pas dire qu'ils ont validé les documents. Ce n'est pas leur rôle, ce n'est pas leur tâche. Et nous sommes presque à la fin, et donc on aura encore le temps pour vos questions aussi. Là, j'ai tout simplement fait un copier-coller des dispositions transitoires. Je ne vais pas les parcourir en détail, mais il se trouve là, vous pouvez les lire à votre aise. Le groupe de travail estime que c'est surtout sur ce point-ci qu'on va avoir encore des modifications, des discussions. Et pourquoi? C'est plutôt dans le sens positif qu'on le voit, parce que cet arrêté royal peut avoir un impact important sur les parkings existants. Et c'est difficile comme groupe de travail de juger de l'impact concret. Donc là, c'est bien qu'effectivement, on est passé maintenant dans le processus législatif, où il y a encore des consultations, etc., pour voir voilà, qu'est-ce qui est équitable comme période de transition hein, en fonction des différents cas. On a fait un projet ici, on a créé une structure, et avec cette structure-là, je pense qu'on a créé une bonne base pour un débat sur les dispositions transitoires pour voir ce qui est correct. C'est toujours une balance entre, je vais dire, l'économie, la finance et la sécurité des personnes. Hein. Le monde idéal où on a tous les moyens disponibles pour à court terme remettre à niveau tous les parkings, mais il n'existe pas malheureusement. Donc on cherche le bon équilibre entre ces deux aspects-là. Là aussi, ce n'est pas vraiment nouveau, c'est avec chaque législation, chaque norme qu'on doit se poser cette question-là. Qu'est-ce qu'on peut accepter comme société, comme risque? Et quels sont les moyens dont nous avons besoin pour diminuer ces risques-là? Est-ce que voilà, c'est raisonnable, c'est pas raisonnable, etc. C'est pas des exercices faciles, c'est pas des questions faciles, mais bon, voilà, on doit les traiter. Et puis les dispositions finales, hein, là de nouveau, c'est un projet d'arrêté royal. J'ai cru comprendre que voilà, dans ce genre de texte, on met allez, une date, mais si on va pouvoir te dire cette date-là, c'est autre chose, donc grand point d'interrogation. Et comme je vous ai dit, hein, le projet a été approuvé au Conseil supérieur, et maintenant, voilà, c'est toute la suite qui va suivre. Est-ce que ceci, c'est grave? Même chose pour les dispositions transitoires, etc. Est-ce que c'est grave? Ben, quelque part, pas tellement. Parce qu'en attendant qu'on a un arrêté royal, ben, nous avons quand même la deuxième édition du Code de bonne pratique qui nous donne un cadre de référence avec aussi les objectifs essentiels, les lignes directrices, ainsi de suite. Donc, nous avons déjà une bonne référence en Belgique pour euh, commencer le travail sur tous nos parkings en Belgique, que ce soit nouveau ou existant. Donc, c'est pour ça effectivement qu'on peut se prendre le temps pour créer ce cadre législatif. Ce sera effectivement mieux avec un arrêté royal. Mais sache que le Conseil supérieur a clairement déclaré que le Code de bonne pratique Fire Forum, deuxième édition, est considéré par eux comme la référence hein, pour
la sécurité incendie des parkings ont introduit des véhicules électriques. Et voilà, comme dernier slide, avec un contenu, j'ai essayé de faire un aperçu, mais fort simplifié, hein, de la réglementation applicable dans les parkings. Je vais le parcourir avec vous. Je vais commencer ici en bas avec les véhicules non électriques, hein. Donc, on a eu les anciennes réglementations. À l'époque, on avait le NBNS 21-202, pour ceux qui s'en souviennent. C'était une norme pour les bâtiments élevés, hein, qui, après, a formé plus ou moins la base pour l'arrêté à la norme de base incendie, hein. On avait l'édition avant mai 2022. Là aussi, les prescriptions pour les parkings étaient assez succinctes. Puis on a eu l'apparition d'un document du Conseil supérieur qui a été en utilisation pendant quelques années par les services incendie dans les avis qu'ils ont émis lors de demandes de permis de construction pour des parkings. Et puis à partir de mai, allez, la date de mise en application était le 1er juillet 2022, si je ne me trompe. On a la dernière édition. Mais ça veut dire que ces deux blocs-ci, techniquement, on adoptait plus ou moins les mêmes règles techniques. Donc, on peut considérer que si ces règles ont été respectées dans cette période-ci, donc disons à partir de 2020, plus ou moins, hein, on peut considérer que ces parkings, à part de l'objectif 6, hein, sont conformes. Reste à vérifier, reste à prouver, hein, mais voilà, c'est déjà pas mal qu'on peut considérer que ces parkings-là devraient être en ordre. Puis on a eu notre première édition du Code de bonne pratique, hein. Là j'entre dans l'aspect véhicule électrique. On a aussi fait le choix de dire voilà, que la deuxième édition remplace et abroge la première édition, donc on ne l'utilise plus. On a un texte maintenant, c'est la deuxième édition, hein, et cette deuxième édition, évidemment, comme vous avez compris à travers l'explication que je viens de vous donner, est bien alignée déjà à ce projet d'arrêté royal. Voilà ce que je voulais dire. À défaut d'un assistant, je vais faire de mon mieux maintenant pour regarder un petit peu ce que vous avez posé comme question dans votre chat, et j'ai vu que certains volontaires ont aidé à répondre à certaines questions, donc un grand merci pour ces volontaires-là. Je vais peut-être commencer à la fin, hein. Qui est tenu responsable des dégâts causés par un incendie de véhicule électrique, hein? Et je vois une réponse, hein, potentiellement le conseiller en prévention. Attention, un conseiller en prévention, c'est vraiment le mot qu'il dit, c'est un conseiller. Les responsables pour la sécurité dans un cadre de code sur le bien-être au travail, c'est l'employeur et la ligne hiérarchique. Donc, ce n'est pas forcément le conseiller en prévention. Mais je comprends la réaction, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. Ah, OK, merci de votre réaction. J'ai lu trop vite, hein. Mais qui est tenu responsable? Écoute, c'est toujours une question d'assureur, hein. Ça peut être le propriétaire du véhicule, mais si le véhicule est un véhicule de leasing, et donc ça se trouve là, c'est utilisé par un employé d'un employeur qui est responsable pour le bâtiment, et cetera. Donc vous voyez que c'est pas une question simple, on ne peut pas y répondre de façon univoque, ça va vraiment dépendre des circonstances. Je vais quand même un peu regarder vers le début du chat. Heu Oui, je vois que Sarah m'a aidé aussi. Merci Sarah. Euh, ok, je vois la champ d'application sur les parkings en plein air, ce qui veut dire que l'arrêté royal ne tiendra pas compte également. Oui, exactement, hein, le champ d'application de l'arrêté royal, c'est effectivement pour les parkings, donc ça veut dire les bâtiments, hein, donc les niveaux de parking dits ouverts et fermés.
mais même les niveaux de parking ouverts, hein, c'est une ouverture à côté, donc il y a toujours un toit au-dessus, hein. Le stationnement en plein air n'est effectivement pas traité ni dans l'arrêté rural norme de base, ni dans le projet d'arrêté rural que je vous ai présenté. Ah, voilà, je vois que ça a été déjà répondu, donc merci pour toutes ces réponses déjà. Il y a quelqu'un qui doit quitter en urgence, c'est dommage. Euh, oui, le traitement identique. Je comprends cette question-là. Je vais peut-être en toucher brièvement un mot. Euh, À notre avis, et là je parle du groupe de travail, il est impossible de vraiment avoir un traitement complètement identique pour tous les parkings. Tout simplement parce que la variété de niveaux de sécurité dans les parkings, la variété dans les types de parkings le rend complètement impossible. Ce qu'on espère, c'est qu'on arrive à réaliser les 6 objectifs essentiels dans tous nos parkings. C'est déjà pas mal. Mais est-ce que les mesures sont différentes? Oui, ils sont différents, hein. Euh, Aussi, et ça ne doit pas être le négatif, ce qui va suivre, aussi parce que pas tous les services de secours, tous les services incendie, ils n'ont pas tous les mêmes procédures, le même équipement, etc. Il y en a qui préfèrent une façon d'intervenir, d'autres qui préfèrent une autre façon. Donc là, heureusement, je vais dire aussi, il y a plusieurs approches possibles et en fonction de leur entraînement, de leurs moyens, ils vont peut-être les mettre à un autre avis. C'est possible aussi, hein. Donc, effectivement, on essaye au niveau du résultat d'obtenir une équivalence, je vais dire, mais ce ne sera pas effectivement identique, univoque partout. Euh, Je vois aussi des questions sur la pollution du sol, etc. D'ailleurs, ça vaut aussi pour les moteurs à combustion, hein, le fit d'un réservoir à carburant, du diesel, de l'essence, etc. Donc, effectivement, on doit de plus en plus prendre des précautions pour tout ce genre de choses. Aussi, les eaux d'extinction, comme vous le citez bien dans votre chat, ben, ça devient très, très important de trouver des solutions pour ça. Euh, la position des assurances, eh bien là aussi, c'est euh, hmm, pardon. Les échos que j'ai des assureurs, c'est qu'il n'y a pas une opinion, je vais dire, univoque des assureurs. Certains assureurs prennent toujours des mesures très, très sévères par rapport aux parkings. D'autres, ils disent, voilà, nous sommes tout à fait contents avec le code de bonne pratique. Donc, malheureusement, oui, il y a des grandes différences entre les assureurs. Donc, il vaut mieux vous renseigner clairement, faire référence éventuellement à ce code de bonne pratique. Maintenant qu'on a l'appui aussi du Conseil supérieur, j'espère que ça va quand même être un message aussi pour les assureurs, hein, de se contenter avec le respect de ce code de bonne pratique. Et quand même aussi, allez, de mon perspective, suffisamment sévère, hein, suffisamment bon pour assurer une bonne sécurité. Euh, J'essaye de trouver encore. Oui, donc le futur intervalle prend effectivement en compte les immeubles d'habitation. On ne fait pas de distinction entre l'immeuble qui est au-dessus, à côté ou à côté du parking, hein. C'est pour tous les parkings existants à partir de 10 emplacements ou plus, hein. Donc, peu importe s'il y a un hôpital au-dessus, des bureaux, l'habitation, voilà, on ne fait pas de différence là. Attention, comme d'habitude, on va devoir combiner les prescriptions du futur arrêté rural dans ce contexte-ci ou du code de bonne pratique avec la législation existante, hein. Donc, ça se peut que dans certaines législations spécifiques, qu'on a des exigences, par exemple, par rapport à la stabilité du bâtiment, par rapport au compartimentage qui sont plus sévères de ce qu'on a dans notre texte.
beh, il faut combiner les différents textes et évidemment les exigences les plus sévères, hein. Donc n'oubliez pas que c'est quasiment jamais en Belgique que c'est un texte. D'ailleurs, dans les pays voisinants, c'est toujours le même exercice aussi. Il faut combiner les différents textes. Et là, je vois qu'il est 14 heures. Je vais quand même essayer de clôturer maintenant la réunion. Je ferai de mon mieux pour parcourir le chat. Si je trouve encore des éléments là-dedans qui n'ont pas été traités et qui méritent d'être traités, je trouverai bien une solution, hein. Je vous remercie tous de votre attention, de votre présence aujourd'hui. Donc un grand merci de votre attention. Voici mes coordonnées. Voici aussi la référence où vous pouvez trouver nos codes de bonne pratique. Et voilà, ça c'est vraiment la fin, hein. Donc j'espère au revoir. Et c'est fin novembre, je pense qu'on peut doucement commencer à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, hein. Je préfère en commencer trop tôt que trop tard. Voilà. Au revoir et un grand merci.